Imaginez devoir vivre, manger et dormir pendant des semaines dans un fossé à quelques dizaines de mètres de l'ennemi. Ce lieu porte un nom, la tranchée. Et il va devenir le cœur de la Première Guerre mondiale. La guerre des tranchées. Quand on pense à la Première Guerre mondiale, l'image qui vient tout de suite en tête est celle de la tranchée. Et ce n'est pas un hasard. Dans les livres d'histoire, dans les films, dans les photos d'archives, la tranchée est partout. Elle est devenue le symbole de cette guerre. Un fossé creusé dans la terre, des soldats casqués, des fusils posés sur le rebord, de la boue, des barbelés, et l'ennemi juste en face. Sur le front occidental, le quotidien des soldats, c'est toujours la tranchée. Ils y vivent, ils y combattent, et surtout, ils tentent d'y survivre. Pour beaucoup d'entre eux, la guerre ne se résume pas à de grandes batailles spectaculaires, mais à une succession de journées passées dans ce même décor. Pendant près de 3 ans, ce paysage devient la norme, une norme dure, monotone et dangereuse. Les historiens parlent même d'un véritable système de tranchées, un système organisé, complexe, auto-entretenu et surtout en constante évolution. Cependant, il n'existe pas une tranchée type. Il existe des tranchées. Certaines sont profondes, bien aménagées, d'autres sont à peine creusées. Certaines sont relativement sèches, d'autres sont en permanence inondées. Tout dépend du terrain, de la météo, de la période de la guerre, mais aussi des moyens disponibles. Une tranchée creusée en urgence en 1914 n'a rien à voir avec une tranchée consolidée en 1917. Avant 1914, la tranchée n'est pourtant pas une nouveauté. On la retrouve déjà au Moyen-Âge, notamment lors des sièges de villes. À cette époque, elle sert à approcher les remparts tout en se protégeant des projectiles. On creuse pour avancer sans être vu. À l'époque moderne, la tranchée est surtout utilisée pour défendre une position temporaire. On s'y installe quelques jours, parfois quelques semaines, puis on repart. Au XIXe siècle, la tranchée prend une autre dimension, et pour cause, les armes ont changé. La mitrailleuse permet de tirer très vite et très loin. Le barbelé ralentit et bloque les assauts. Résultat, attaquer à découvert devient de plus en plus dangereux. Les Britanniques l'emploient pendant la guerre des Boers, entre 1899 et 1902. Ils se heurtent alors à des combattants retranchés, difficiles à déloger malgré leur supériorité matérielle. Les Russes et les Japonais y ont recours en 1905. Lors de cette guerre, on observe déjà des lignes défensives creusées, des positions figées et des combats d'usure. On retrouve aussi des tranchées pendant les guerres des Balkans entre 1911 et 1913. Ces conflits sont suivis de près par les états-majors européens qui en tirent des enseignements parfois mal compris. Bref, la tranchée est une tactique connue, elle n'est donc pas une invention de 1914. En France, les règlements militaires prévoient son usage. Les soldats sont équipés de pelles, de pioches, ainsi que d'outils de terrassement. Ils apprennent à creuser, à se protéger et à organiser une position. Mais dans l'esprit de nombreux officiers, la tranchée reste une solution provisoire. La guerre, selon eux, doit être rapide et mobile. On pense encore à des manœuvres, à des percées et à des batailles décisives. La tranchée est donc vue comme une frustration, un aveu d'échec et un signe que la guerre ne se déroule pas comme prévu. Quand la guerre éclate en 1914, les premières semaines sont extrêmement violentes. Les armées avancent rapidement, souvent à découvert. Les soldats portent encore des uniformes voyants et les attaquent en formation serrée. Très vite, ils découvrent la réalité des armes modernes. La mitrailleuse fauche des rangs entiers, l'artillerie frappe à grande distance. En effet, les obus explosent, projettent des éclats et détruisent tout sur leur passage. En 4 mois seulement, sur le front de l'Ouest, la France perd environ 300 000 hommes, l'Allemagne, elle, près de 200 000. Ces chiffres donnent la mesure du choc. Jamais une guerre n'a provoqué autant de pertes en si peu de temps. Très vite, une évidence s'impose, attaquer à découvert et suicidaire. Chaque assaut coûte des centaines, parfois des milliers de vies pour quelques mètres gagnés ou pour rien du tout. Alors, on creuse. Dès la fin d'août 1914, les soldats commencent à s'enterrer. Au départ, ce sont de simples trous individuels, des abris creusés à la hâte, juste assez profonds pour se protéger des balles et des éclats d'obus. Ces trous sont inconfortables, dangereux, parfois instables, mais ils sauvent des vies. Très vite, on les relie entre eux pour circuler sans être exposés, pour apporter des munitions ou bien encore pour évacuer les blessés, non pas pour attaquer, mais pour survivre. Les ordres venus de l'arrière sont simples, presque mécaniques. Creuser là où l'on est, avancer de nuit, gagner 50 mètres,
creuser à nouveau. Des boyaux perpendiculaires relient les tranchées entre elles. Sur le papier, tout est clair, les plans sont précis et les distances mesurées. Mais sur le terrain, rien ne se passe comme prévu. Le sol peut être dur comme de la pierre ou totalement gorgé d'eau. La boue s'effondre, les parois glissent et les bombardements détruisent en quelques secondes le travail de plusieurs heures. Le travail est donc colossal. Tout se fait à la pelle et à la pioche, souvent de nuit pour éviter d'être repéré, ou encore sous la pluie, sous le froid et parfois même sous le feu ennemi. Les machines de creusement sont testées dès 1915. Certaines sont tirées par des chevaux, d'autres fonctionnent à la vapeur. Mais elles sont lourdes, peu maniables, difficiles à déployer près du front. Et surtout, elles attirent l'attention et tombent souvent en panne. Elles restent donc marginales et il faut attendre 1918 pour qu'elles deviennent réellement utilisables à grande échelle. En attendant, ce sont les soldats eux-mêmes qui façonnent le paysage, jour après jour, mètre après mètre. En 1914-1915, le système est déjà bien installé. Les lignes se figent, les tranchées s'allongent, elles se renforcent même et se complexifient. Ce qui devait être provisoire devient durable. Et ce système, né dans l'urgence et la peur, ne va cesser de se transformer. L'intérieur des tranchées. Une tranchée, ce n'est pas une simple ligne creusée dans le sol. C'est un espace pensé pour vivre, combattre, observer et résister. Un lieu technique, mais aussi un lieu humain. Il y a d'abord la tranchée de première ligne, celle qui fait face à l'ennemi. C'est la plus exposée, celle où le danger est constant. Elle peut faire jusqu'à 2 mètres de profondeur, parfois un peu plus. L'objectif est simple, protéger le corps du soldat tout en lui permettant de voir et de tirer. À l'avant, on trouve le parapet, c'est en fait un amas de terre, parfois renforcé de sacs de sable, de bois ou de plaques métalliques. Il sert à arrêter les balles et les éclats venant de l'ennemi. À l'arrière, il y a le paradeau. On y pense moins, mais il est tout aussi important. En effet, un obus peut très bien exploser derrière la tranchée et projeter des débris vers l'arrière. Dans ce cas-là, le paradeau protège de ce danger. Les parois de la tranchée sont rarement laissées à nu. Elles sont renforcées par des planches, des rondins et parfois de la tôle ondulée. Sans cela, la terre s'effondre, surtout sous la pluie. Un banc de tir est installé. C'est en fait une sorte de marche surélevée sur laquelle le soldat peut monter pour observer ou tirer. Sans ce banc, la tranchée serait trop profonde pour permettre l'usage du fusil. À portée de main, on creuse des niches. Elles servent à stocker les munitions, les grenades, parfois un peu de matériel. Chaque détail est pensé pour gagner quelques secondes. Dans une attaque, ces secondes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Les meurtrières sont aménagées, des sortes de petites ouvertures protégées, souvent renforcées par des cadres en bois ou en métal. Elles permettent de tirer sans trop s'exposer. À intervalles réguliers, on installe des postes de mitrailleuses. Au début de la guerre, ils sont souvent rudimentaires, un simple emplacement renforcé. Mais au fil des années, ces postes deviennent de plus en plus solides. On les enterre davantage, on les protège mieux. Parfois, on les bétonne complètement, surtout côté allemand. La mitrailleuse est l'arme clé de la défense. Elle peut en effet balayer un large secteur et transformer le no man's land en zone mortelle. Pour se protéger des bombardements, on creuse des abris. Les plus simples sont directement creusés dans la paroi de la tranchée. Ils offrent une protection limitée mais suffisante contre les éclats. D'autres abris sont plus profonds. On les appelle des sapes. On y descend par quelques marches. Plus on descend, plus on est protégé. Et même ces abris ne sont jamais totalement sûrs. En effet, un obus bien placé peut tout faire s'effondrer. À l'arrière, dans les boyaux, on trouve les cagnats, un mot qui vient des troupes d'Indochine. À l'origine, il signifie simplement abri ou maison. La cagna est un espace de repos, parfois individuel, parfois collectif, accueillant une dizaine d'hommes. On y dort quand on peut, on y mange et on y écrit des lettres. Les postes de commandement, les postes de secours et les réserves se trouvent aussi dans les boyaux. C'est là que circulent les ordres. C'est là aussi que l'on soigne les blessés avant de les évacuer. Et enfin, c'est là que l'on stocke les munitions, la nourriture et le matériel. Ces espaces sont renforcés par les unités du génie, avec du bois, de la terre, parfois du béton. Le génie joue un rôle essentiel dans la survie du système. Devant la première ligne, le danger est permanent. De petits postes d'observation avancés surveillent l'ennemi et sont parfois installés dans des trous isolés à quelques mètres seulement du no man's land. Ces postes sont extrêmement exposés.
Ils servent d'alerte et préviennent en cas d'attaque. Et pour cette raison, ils sont souvent les premières cibles de l'artillerie ennemie. Le No Man's Land est alors aménagé comme un piège géant. Il est couvert de barbelés, parfois sur plusieurs dizaines de mètres. Les barbelés sont fixés sur des piquets, des chevaux de frise et des queues de cochon. On y trouve aussi des pieux dissimulés, des trous, des fougasses, sortes de charges explosives enterrées, en l'occurrence les ancêtres des mines antipersonnelles. Puis vient le No Man's Land lui-même, un espace entre les lignes, parfois large de quelques dizaines de mètres, parfois de plus d'1 kilomètre. Un espace sans abri, exposé aux tirs, aux obus et aux balles perdues. Un espace où l'on ne survit pas longtemps. Derrière la première ligne, le système continue. Une deuxième ligne à 100 ou 200 mètres, une troisième ligne plus loin servant de réserve. Dans certains secteurs, une quatrième ligne existe, notamment dans les zones particulièrement stratégiques. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, les tranchées ne sont jamais droites. Elles sont sinueuses et changent sans cesse de direction. Cette forme n'est pas due au hasard. Elle empêche un tir en enfilade. Si un ennemi entre dans la tranchée, il ne peut pas tirer sur toute sa longueur. Des traverses coupent régulièrement le tracé. Elles servent de protection supplémentaire. Les boyaux relient tout cet ensemble et sont nombreux, étroitement creusés, parfois si complexes qu'ils forment un véritable labyrinthe. Pour s'y retrouver, certaines tranchées portent des noms, souvent des noms de villes, de régions, parfois même humoristiques. Des panneaux indiquent les directions, sans eux, il serait facile de se perdre, surtout de nuit ou sous le bombardement. Mais ce système n'est jamais figé, il évolue en permanence. À partir de 1916, la défense s'approfondit. On ne mise plus tout sur la première ligne, on accepte qu'elle puisse être prise. On crée alors des points de résistance, des positions solides et des centres de combat. On construit aussi des fausses tranchées, peu profondes, parfois totalement vides. Leur but est d'attirer l'ennemi et de le piéger sous le feu croisé. En 1917-1918, certaines zones atteignent jusqu'à 15 km de profondeur. En Champagne-Ardenne, on estime qu'il existe environ 13 000 km de réseau de tranchées sur seulement 115 km de front. Côté allemand, cette évolution commence plus tôt. Dès 1915, les lignes sont bétonnées, les abris sont profonds, pensés pour durer. En 1917, les Allemands se replient volontairement sur la ligne Hindenburg, une ligne fortifiée préparée à l'avance, avec des ouvrages solides, des défenses étagées et un réseau de tranchées denses. Cette ligne montre jusqu'où peut aller la logique du système de tranchées, un système pensé pour résister, user l'ennemi et transformer chaque mètre de terrain en obstacle. Une guerre qui se transforme. Avec l'évolution du système de tranchées, la guerre change profondément. Au départ, les tranchées sont surtout un moyen de se protéger, mais très vite, elles transforment la façon de combattre. Les armes se diversifient, l'infanterie n'est plus seule, et le combat ne repose plus seulement sur le fusil ou bien encore la charge à pied. L'artillerie devient centrale, elle s'installe directement dans les tranchées ou juste à l'arrière. Son rôle n'est plus seulement de soutenir l'infanterie, mais de préparer, bloquer et écraser. Les Allemands utilisent très tôt des mortiers lourds appelés Minenwerfer. Ce sont des armes à tir courbe, capables d'envoyer des projectiles lourds dans une tranchée ennemie. Leur trajectoire permet de frapper des positions protégées, invisibles depuis le sol. Côté français, on improvise d'abord. On ressort de vieux mortiers datant parfois du 19e siècle. Puis, on développe des armes spécifiques à la guerre de tranchées, comme par exemple les crapouillots. Ce sont des mortiers courts, rustiques, mais efficaces à courte distance. Ils deviennent vite indispensables pour détruire une position voisine sans lancer un assaut frontal. Également, les grenades deviennent très courantes. Elles sont simples à utiliser, faciles à transporter. Dans un espace étroit comme une tranchée, elles sont redoutables. Contrairement aux images souvent véhiculées, le combat rapproché se fait bien plus à la grenade qu'à la baïonnette. Le fusil mitrailleur, lui, apparaît en 1916. Il permet à un petit groupe de soldats de disposer d'une puissance de feu mobile. C'est une évolution majeure. L'infanterie devient ainsi plus autonome. Les mitrailleuses, elles, se multiplient à grande vitesse. On passe d'environ 5000 mitrailleuses en 1914 à plus de 30 000 en 1918. Elles sont au cœur de la défense des tranchées et elles rendent toute attaque frontale extrêmement coûteuse.
Le lance-flamme, lui, est utilisé dès 1915. Il marque durablement les esprits, il fait peur surtout, et son effet psychologique est immense. Mais en réalité, son efficacité militaire reste limitée. Il est en effet très lourd, dangereux à manipuler, et son rayon d'action est court. Il sert surtout à déloger des soldats retranchés ou à semer la panique. Avec ces nouvelles armes, les tactiques évoluent, la structure même des armées change. En 1914, environ 7 soldats sur 10 sont des fantassins. En 1918, ils sont moins de la moitié. Les effectifs diminuent, mais la puissance de feu augmente. La guerre devient plus technique, plus spécialisée. Les communications progressent, elles aussi. Des kilomètres de fils téléphoniques sont installés le long des tranchées. Cela permet de transmettre des ordres, de coordonner les tirs d'artillerie et d'alerter en cas d'attaque. Cependant, ces lignes sont fragiles. Un obus peut les couper en quelques secondes. Il faut donc réparer sans cesse, souvent sous le feu. L'aviation joue un rôle nouveau. Elle photographie le terrain, elle repère les positions ennemies et leurs informations sont ensuite transmises au sol. La radio sans fil, la TSF, apparaît progressivement. Elle reste encore limitée, mais elle ouvre la voie à une coordination plus large entre les différentes armes. Malgré ces progrès techniques, la vie dans les tranchées reste extrêmement dure. Les tranchées ne sont pas pensées comme des lieux de vie, elles sont humides, froides en hiver, étouffantes en été. La boue est omniprésente, les rats pullulent, attirés par la nourriture et les cadavres. Les maladies sont fréquentes, pieds de tranchée, fièvre, infections ou bien encore troubles digestifs. Les soldats français restent généralement quelques jours ou quelques semaines en première ligne avant d'être relevés. Les Allemands, eux, pratiquent souvent des rotations plus longues. Leurs tranchées mieux aménagées sont pensées pour durer. Mais cela signifie aussi y rester plus longtemps. Le bombardement devient l'arme principale. Avant chaque attaque, l'artillerie pilonne les positions ennemies, parfois pendant plusieurs jours sans interruption. À Verdun, certaines zones sont tellement bombardées que les tranchées disparaissent complètement. La terre est retournée, les repères s'effacent et il ne reste qu'un paysage lunaire. On tente aussi la guerre des mines, on creuse des galeries sous les lignes ennemies, on place des charges explosifs, puis on fait tout sauter. Les explosions sont spectaculaires, elles créent d'immenses cratères, mais elles ne permettent presque jamais de percer durablement le front. Les gaz, eux, apparaissent en 1915, d'abord utilisés par les Allemands, puis par tous les belligérants. Ils marquent profondément les soldats. Mais contrairement à l'image qu'on en garde, les gaz restent relativement peu efficaces sur le plan stratégique. En effet, ils sont difficiles à maîtriser, dépendant du vent et rapidement des protections apparaissent. Peu à peu, une évidence s'impose, la tranchée ne peut pas être brisée par un simple assaut frontal. Alors, on change de méthode. En 1917, les Allemands expérimentent de nouvelles tactiques avec leurs troupes d'assaut. Le principe est simple, un bombardement court mais extrêmement violent, puis une infiltration rapide. On ne cherche plus à tout conquérir, on contourne les points forts, on désorganise l'arrière et on avance le plus loin possible. Cette méthode fonctionne sur plusieurs fronts, elle permet des percées importantes, même si elle reste difficile à exploiter sur la durée. Les Alliés s'adaptent à leur tour, ils combinent plusieurs éléments, les chars d'assaut, l'infanterie motorisée, l'aviation et bien évidemment l'artillerie coordonnée. C'est la naissance de la coordination interarmes. Aucune arme ne suffit seule, c'est leur combinaison qui fait la différence. En 1918, la guerre redevient progressivement mobile, les lignes bougent et la tranchée recule. Cependant, elle ne disparaît pas totalement, mais elle n'est plus au centre de la guerre. Après le conflit, la tranchée restera dans l'imaginaire collectif. Elle symbolise l'enfer de 14-18, la boue, l'attente et surtout l'absurde. Mais paradoxalement, les mois les plus meurtriers furent les tout premiers, quand la guerre était encore en mouvement, quand les armées n'avaient pas encore appris à se protéger. La tranchée n'a donc pas été seulement un enfer figé, elle a été une réponse, une adaptation à une violence nouvelle, un système né de la nécessité. Et c'est aussi pour cela qu'elle continue encore aujourd'hui à réapparaître dans d'autres conflits du XXIe siècle. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.